personnel de peering après cette session. Si vous n'avez pas encore envoyé quelque chose, essayez de le faire, soit un seul diapo, d'accord, à afpif.org, peeringafpif.org. Okay, so we are going to start the session. Nous allons commencer avec cette session numéro 6 d'AFPIF 2022 ici à Kigali. Et je pense que ça sera une session qui traitera sur des questions d'ordre réglementaire. Nous n'allons pas parler du panel tout de suite. Nous aurons deux premières présentations d'abord et après cela, nous aurons notre session questions-réponses. Et puis par la suite, nous passerons au panel. Comme partie du panel, si vous aurez une question, je crois certainement qu'ils vont répondre à ces questions. So our first presentation now is going to be Personne très connu dans l'industrie de la technologie de l'information. Nous l'avons connu dans ICANN, représentant le Kenya, et aussi dans l'industrie de la technologie d'information. Elle a toujours été là au cadre d'activités avec différents aspects de politique, avec TESPOC. Son nom, Fiona Songa. Fiona, s'il vous plaît, vous pouvez vous servir de ce micro pour vous exprimer. Bon après-midi à tous. Je voudrais commencer tout d'abord pour vous remercier d'avoir accepté d'être présent à ces forums africains sur le peering et l'interconnexion. C'est une réunion virtuelle. Je pense que COVID nous avait vraiment dérangés, nous avait perturbés et nous n'avons pas été capables d'être là ensemble. Mais après cela, AFPIF nous a aidés avec AISOC pour que nous puissions avoir cette réunion en présentiel. Mon thème va toucher sur l'interconnexion, ou bien politique d'interconnexion et les cadres de réglementation au niveau du Kenya. Nous, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Qu'est-ce que nous jouons comme rôle? Nous sommes une force au niveau de cet environnement pour toucher sur les questions de politique et aussi certains aspects de la réglementation. Je ne sais pas qui peut m'aider, équipe technique, pour le défilement des diapos. So the objectives of this session are to actually share experiences. C'est de partager quelques expériences et des idées venant de l'expérience de chaque région. Comment vous faites pour répondre ou faire face à certains défis ou bien répondre à certaines questions difficiles. Et puis, nous avons besoin de savoir comment nous pouvons aider nos communautés autour de points d'échange. Points d'échange Internet. Diapo suivant. Sorry, I'll keep saying next in between. Vous allez m'excuser, je vais continuer toujours à dire suivant, parce que je n'ai pas le contrôle. Toujours avec les Kenyans, points d'échange d'Internet. Évidemment, ça, c'est le service qui assiste les communautés, toujours dans les cadres des trafics d'échange Internet. Ça, c'est bien tenu par TESPOC et avec le cadre des certifications, c'est bien approprié localement. Nous avons commencé depuis 14 février. Cette année, nous célébrons notre 20e anniversaire. Alors, nous avions eu, il n'y a pas longtemps, notre 20e anniversaire, donc nous avons été si visibles. Dans cette année, nous avons été dans différents domaines. Dans ces cadres, nous avons été vraiment au cœur de notre rôle à jouer. Nous avons essayé d'ajouter de valeur avec différents efforts de plaidoyer pour aider nos communautés. Thank you. So what are the Bien, merci. Qu'est-ce que nous entendons comme environnement de réglementation et politique actuelle? L'environnement est très changeant actuellement. Nous trouvons, sauf si nous n'abordons pas ces défis, ce serait très difficile pour nous d'avoir des homologues, vous comprenez, des acteurs dans cet écosystème de trafic d'échange pour que nous puissions donner un peu davantage à nos communautés.
Excusez-moi, je ne vais pas me limiter, mais j'essaie seulement de faire ressortir le point saillant autour de la réglementation. Et vous le savez très bien, pendant la COVID, nous étions en train de voir comment nous retrouver, nous ressaisir dans le parcours en matière de politique. Et les Kenyans n'étaient pas laissés en arrière dans le secteur de la protection de la réglementation au niveau mondial, au niveau aussi national. Vous le savez, nous avons tous connu les défis. Défi, c'est la pertinence, c'est-à-dire lorsque le point d'interchange, ça, ce sont des entités IXP. Ils ne gèrent pas les contenus. Vous savez à quel niveau nous pouvons être pertinents ou bien redevables à ces expositions. Deuxièmement, question de l'infrastructure, perturbation de l'infrastructure. Je pense que comme vous le savez, avec ces cadres de fiabilité qu'on était en train de rechercher, nous avons voulu... Ah, voilà, ça arrive encore. Oh là là. Voilà, finalement. Premier alignement, nouvelle réglementation, loi pour la protection des données. Et nous avons rencontré assez de défis autour de cela, nous, en tant qu'IXP. Alors, pour la gestion de la distribution de contenu, nous avons été capables d'opérer, on a voulu être dans l'alignement. Au Kenya, il fallait commencer par l'enregistrement. Et avec cela, Processor and a content distributor. And that means that you have to register. ce qui signifie que vous devez vous enregistrer 2 fois. Une fois que vous êtes enregistré, il faudra la licence, ainsi de suite. Point d'échange, c'était pour les processus de données, le traitement des données et aussi le contrôleur des données, toujours avec la loi de protection des données. Il était question que nous puissions travailler là-dessus. Nous sommes devenus très conscients de quel type de contenu que nous pouvons ouvrir, nous pouvons présenter cela au public pour y accéder. Alors, il fallait avoir un système en tant qu'opérateur parce que les pénalités sont très élevées. Ensuite, nous avions eu quelques problèmes, par exemple, infrastructure pour la technologie de l'information. Ça, c'était une démarche très positive pour nous. Jusque-là, on n'a pas été clair dès le départ et on ne savait pas quels étaient nos avantages. Nous avons essayé de voir, nous avons connu quand même la loi. Et pour cela, nous avons été capables de venir de négocier ce qu'on pouvait penser que ça pouvait être comme avantage, c'est-à-dire le gouvernement. Le gouvernement nous a demandé que nous puissions protéger nos points d'échange et aussi nos efforts de prestation de services. Et il fallait quand même que nous puissions avoir ces protections, les raisons pour lesquelles nous avons travaillé dans le projet, dans les progrès. Aussi, avec l'interopérabilité, nous avions eu l'attente comme quoi, à partir du public, le public attendait quelque chose de notre part, et aussi les décideurs politiques. C'est-à-dire les IXP devaient quand même contrôler le trafic Internet. Et ça, c'est arrivé avec la loi sur le copyright, droit d'auteur. Je peux dire comme cela, certains propriétaires de contenu pouvaient bénéficier sur la manière dont la loi a été soit écrite d'une manière un peu mauvaise, parce que la loi devait protéger les fournisseurs des canaux et la fiabilité, c'était, la responsabilité, c'était, vous pouvez accéder au contenu et vous devez avoir les droits d'édition, c'est-à-dire le copyright. Alors, avec cela, dans le pays, nous avons essayé de contacter toutes les communautés ISP, de demander des compensations et aussi le contrôle de l'Internet par rapport au contenu qu'ils étaient en train de gérer. Bien sûr qu'il y avait des questions autour de tous ces arrangements parce que les contenus provenaient de l'Europe. Alors, les propriétaires actuels de contenu, c'était l'entité européenne et aussi avaient une légitimité, d'accord, c'est-à-dire de contrôler le contenu qui était fourni au public. Et nous étions dans une situation là où nous avons passé trop de frais auprès de la Cour pour négocier, mais à la fin des comptes, nous n'avons pas trouvé un terrain commun. Il y avait question d'équilibrer, c'est-à-dire côté propriétaire de copyright et aussi ISP, de trouver une bonne ligne de démarcation. Mais pour cela, je voudrais savoir qu'est-ce qui a été en juridiction, parce que d'une manière ordinaire, la manière dont nous avons travaillé avec ICANN, l'ISP devait bénéficier
de responsabilités intermédiaires concernant les questions en rapport avec le copyright. Alors, l'environnement jusque-là n'était pas reconnu, c'est-à-dire l'environnement d'opération. En ce qui concerne la gestion du copyright au Kenya, nous étions coincés jusqu'à ce que nous puissions probablement, après les élections, peut-être avec ces nouvelles élections, nous aurons un nouveau parlement et nous passerons par le processus de renforcement des capacités de parlementaires pour qu'ils puissent être à la hauteur de comprendre un peu l'état de cette anomalie autour de la loi sur le copyright. Autre chose, perturbation infrastructurelle. Au niveau du Kenya, comme vous le savez, ça a été à un niveau très élevé. Vous allez trouver une organisation qui avait peut-être, qui pouvait expérimenter des coupures, presque 5 coupures par jour. Et avec cela, nous avons commencé à faire le traçage de surveillance pour qu'un seul opérateur, parce que si vous réalisez des coupures sur 15 infrastructures au Kenya, alors les temps et puis les pertes économiques seront colossales parce que les défaillances étaient nombreuses. Alors, il était question d'identifier notre forme de travail avec différentes entités, excusez-moi, pour essayer de minimiser les perturbations techniques avec les pays qui se développent, avec de nouvelles routes en construction, nouvelles infrastructures. Vous comprenez, chaque infrastructure, excepté les TIC ou les TIC, ce qui a été identifié ou reconnu officiellement comme un service important. Et pour cela, il n'y avait pas encore de loi qui protège l'infrastructure, la technologie d'information. Alors, vous allez voir, les gens qui construisaient des routes venaient pour construire, faisaient des traçages, des constructions, ils coupaient les câbles, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils viennent poser la route pour poser le macadam, ils coupent vos câbles, ainsi de suite. Et puis, à chaque trajectoire d'évolution, finalement, l'histoire était devenue répétitive. Donc, pour l'infrastructure, le coût de la maintenance de cette infrastructure était plus que le coût de mettre en place l'infrastructure. Vous voyez, finalement, ça n'avait pas de sens. La maintenance devenait plus coûteuse et à la fin de ce parcours, c'est devenu très difficile pour nous, ce qui signifie que plus d'entités devaient venir finalement investir pour que nous ne puissions pas vraiment être écrasés par le poids des dépenses autour de la maintenance. On avait besoin de continuer avec des opérations parce que c'était économiquement viable. Ensuite, nous avons eu des différents défis concernant la documentation. Nous avons eu des changements, des amendements de loi au niveau de la Constitution. Et ensuite, il y a eu quoi? Nous avons changé de régime d'avoir un conseil pour les gouvernement de compter, de venir, et il n'y avait pas de documentation, et à la fin de compte, ils ne pouvaient pas passer par assez de travail, ils étaient confis pour chaque chose. Donc, vous comprenez, à la fin de compte, il n'y avait pas de données qui étaient documentées concernant l'infrastructure, sauf les prestataires de services qui pouvaient nous fournir des informations, et les entités ne croyaient pas que ces informations étaient des informations, disons, fiables. Donc, pour cela, il fallait trouver une voie de sortie pour résoudre tous ces incompréhensions. Ensuite, il y avait assez de vandalisme avec les Kenyans qui ont été trouvés Donc, les Kenyans les ont trouvés très utiles avec les matatu. Ce sont les minibus qui font le transport public. On est en train de changer ce système. Donc, on a ajouté des bulbas devant pour créer de l'espace pour eux-mêmes et pour cogner d'autres voitures peut-être. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a plusieurs solutions, mais ils sont toujours en cours. Il y a le renforcement de capacité par la communauté qui inspire ses membres à renforcer les différentes entités du gouvernement. Nous leur parlons, nous organisons des séances pour leur parler, pour discuter avec eux, pour expliquer la façon dont ces infrastructures fonctionnent, pour les aider à les comprendre. Nous avons pu signer des accords, des mémorandums pour lutter contre ces pratiques. Nous travaillons avec les services
de la police avec lesquels nous avons signé des accords pour faire les arrestations, pour traduire en justice les offenseurs. Nous voulons aussi amender certaines lois pour protéger les prestataires de services selon la loi, parce que nous voulons que toutes les entités puissent comprendre ce concept de la redevabilité. Donc, nous essayons de travailler sur les normes et nous travaillons avec les institutions chargées de ces normes. Nous avons pu partager avec nos attentes sur ces lignes directeurs. Il y a Trustbook qui fait l'approbation de toutes ces propositions de construction qui sont reçues par l'autorité chargée de la construction pour que tout le monde, tous les acteurs soient consultés. Mais ceci est dû à cet effort de collaboration. Nous travaillons avec les différentes parties du gouvernement, avec les régulateurs, et puis nous faisons la facilitation de cette collaboration entre les bailleurs de fonds et les différentes entités du gouvernement. L'Union européenne nous a aidés à Nairobi et à Mombasa. Ils nous aident avec la cartographie et le déploiement des données partagées pour tous les comtés. Et ceci va nous aider à mettre sur place un bon système de documentation pour pouvoir tracer toutes les infrastructures pour respecter et protéger ces infrastructures. Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. J'aimerais recevoir vos idées, vos opinions, vos suggestions concernant ce que nous pouvons faire et en ce qui concerne la propriété intellectuelle, le droit d'auteur, et nous aimerions savoir tout ce qui se passe. Je vous remercie de votre attention. Thank you so much, Fiona. Merci beaucoup, Fiona. Allons continuer. Another presentation. Il y a maintenant une autre allocution, mais ça sera en ligne. Alors, la prochaine présentation sera faite par quelqu'un qui travaille à la National Communications Authority au Ghana. Elle est régulatrice, elle est gestionnaire et formatrice. Donc, veuillez la souhaiter la bienvenue ici. Hello, everyone. Salut tout le monde. Bonsoir. Bonjour. So we would want to see Donc, nous aimerions voir votre exposé. Est-ce que c'est visible, la présentation? Salut, bonjour. On aimerait voir la présentation. Vous m'écoutez? Demande Yes, we can hear you, Ivy. la présentatrice. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, on vous écoute. Bienvenue. Your presentation to be, Nous attendons que votre présentation soit visible. Okay. Bon. Est-ce que c'est visible maintenant? Est-ce que vous voyez bien ma présentation? yes, we can see your screen. Oui, If you could oui. put it in presentation mode and you can, Essayez de la rendre plus visible. Est-ce que vous la voyez bien? you are sharing the other screen. Je pense que ce n'est pas le bon écran. Il va falloir le rendre plus visible. Oh, perfect. We can see it now. C'est parfait, c'est visible. Allez-y. Très bien. Je pense que vous
connaissez, je ne vais pas me présenter. C'est la troisième fois que je sois avec vous. Je suis très contente d'être là. J'aimerais en ce moment partager avec vous ou bien discuter de comment assurer qu'il y ait une bonne gestionnaire de ces IXP et les IXP régionales. Ma présentation va suivre ce style, ce format, et je vais aussi présenter cela. Ceci dit, les IXP se sont développés au fur et à mesure. Pour le Ghana, c'est la 17e année et comme vous le savez, c'est très important. Et d'après le premier présentateur, vous allez voir qu'il est très important d'impliquer les régulateurs et les décideurs pour qu'ils puissent comprendre les défis et les problèmes quand ils vont prendre les décisions politiques. Ce n'est pas seulement les régulateurs au Ghana. C'est géré par un consensus général de la part des acteurs. Il existe plusieurs entités. Il existe des entités qui font la recherche. Il y en a d'autres qui sont régulateurs. Donc, il y a la société Internet qui a renforcé l'établissement des IXP. Certains gouvernements les ont appuyés à travers la création et la gestion, à travers la réduction des taxes, ainsi de suite. Les IXP sont catégorisés comme des services de télécommunications publics et nécessitent un contrôle réglementaire. Le cadre réglementaire dépend de chaque entité gouvernementale qui a joué un rôle facilitateur pour leur mise en place. Ce contrôle est très important. Ça assure la protection des données des citoyens ainsi que la sécurité de l'Internet. En termes de coûts, de charges, de frais. Les gens ont tendance à avoir peur. Ils disent, ah, maintenant, il y aura des taxes, ça sera très cher. Mais en termes de ces frais, on pourrait discuter de certains coûts administratifs et aussi les coûts qui ne visent pas le profit. Donc, pourquoi contrôler ces IXP? Donc, d'après le présentateur kenyan, veuillez me comprendre, mais il existe une certaine collaboration qui serait nécessaire pour assurer que les IXP et les infrastructures globales soient protégées à travers le pays. Donc, en termes de la régulation, je ne parle pas des régulateurs, des problèmes. Donc, cette réglementation va aider, va renforcer la compréhension et le bénéfice aussi. Il y aura un bénéfice pour le pays ainsi que le continent. Un protocole d'accord entre les régulateurs et les gestionnaires des IXP serait très important. Les gouvernements doivent appuyer l'élargissement des IXP, surtout quand il s'agit d'un pays vraiment grand, comme dans mon cas. C'est non seulement un échange, mais il faut qu'il y ait plusieurs échanges. Et en plus de cela, si le régulateur s'y implique, dans ce cas, tous les brevets, toutes les licences et toutes les entités chargées de IXP seront connectées et vont travailler avec les fournisseurs de contenu. Et comme ça, il y aura un échange de trafic dans les entités administratives. Donc,
le contrôle ou bien l'évaluation faite par le gouvernement. Il y aura la protection des données des citoyens, la protection des données nationales et aussi il y aura la protection, la sécurité et les mesures de surveillance qui seront mises en place pour garantir la sécurité du trafic de l'Internet comme exigé par la loi, les lois sur la cybersécurité. Someone changed something. Ça va encourager la présence des serveurs et ça va réduire le temps nécessaire You didn't change nothing. I didn't parce que change normalement, nothing ça prend since très this longtemps. morning. Now there is a problem. Les Someone changed régulateurs, est-ce qu'ils settings. devraient être impliqués dans la gestion des IXP? Mais il faut qu'il y ait une collaboration pour la réglementation parce que cette facilité est une infrastructure publique. Il y a aussi des données publiques qui sont échangées. Donc, le gouvernement est impliqué, le gouvernement, les citoyens sont impliqués. Même si les IXP ont développé un certain pourcentage de trafic, part d'entre eux doivent passer par l'extérieur de l'Afrique. Si les régulateurs s'y impliquent, ils vont évaluer, ils vont pouvoir résoudre les problèmes entre les partenaires au peering. Il y aura la médiation. Ceci dit, en termes de l'interconnexion, la réglementation et les politiques de l'interconnexion through the African ECOWAS, the other sub-regions, Eastern, Southern, and the Northern. Regulators can facilitate discussions at such levels to push for inter-country exchanges that will ensure mutual benefit to all. This will also aid and encourage international content delivery networks to bring their service closer to the continent. As I encourage further discussions in this area, I want to recommend that this year's APEF, through these discussions, will come up with a policy framework that will serve as a guide to developing memorandum of understanding between regulators and ISPs, and to ensure that they are effectively managed and they are sustainable in the countries where they exist and encourage the creation of more. I thank you for your attention and your questions. Thank you. Thank you so much, Ivy. Why was I think the cables are stopped because French to Kigali is the French supposed to be right. Now it's showing English. We didn't change nothing. Hello, Ivy. Can you hear me? Yes, I can hear you. Oh, wonderful. Thanks. So my name is Ben Roberts. I'm the Je one réponds au nom de Ben. moderating this panel in the Je room. suis une personne qui est présente ici au panel, ici dans la salle. J'étais en train de me poser la question. Le système peut être différent pour chaque pays. Nous avons vu certains pays dans l'Afrique, là où l'agent de réglementation et aussi l'opérateur d'échange. Je ne sais pas, peut-être, je ne suis pas vraiment du côté de réglementation pour dire qu'ils doivent mettre en place donc un système pour les changements, mais il devient difficile lorsque les réglementaires réglementent l'échange et aussi opèrent avec l'échange. Il y aura conflit d'intérêts en ce moment-là et je ne sais pas comment nous pouvons en faire pour ce genre de situations difficiles. Pouvez-vous élucider plus d'idées là-dessus, s'il vous plaît? Okay, to the best of my knowledge. Au meilleur de mes connaissances, à travers ma présentation, je sais qu'il y a quelques gouvernements qui ont leur
réalité d'échange qu'ils gèrent, if it's managed l'échange by qu'ils the gèrent. regulator, C'est géré I par don't un know agent de the réglementation. Je national crois policy. certainement qu'ils ont I une don't know politique or nationale come across qui régit l'échange. challenges Je in ne sais countries pas s'ils sont that arrivés à faire face aux is défis au managing niveau des pays là où le also réglementaire regulating them. gère If l'échange et en même that is temps why est I am opérateur asking dans for l'industrie. input. C'est la raison pour laquelle je lance ce Understand plaidoyer the pour que nous memorandum of puissions voir understanding une compréhension vraiment aléatoire dans ces given sens. the C'est-à-dire, challenge je vais so m'expliquer, that the regulator être capable de understands gérer les what trafics is going et on aussi in le the gouvernement doit être au courant de ce qui se passe et ce qui sort ou ce qui entre dans le pays ou bien ce qui circule dans le pays. Vous voyez, parce que avec les cadres de sécurité autour des échanges, je ne pense pas vraiment que ça peut être mauvais pour le gouvernement pour avoir un œil de contrôle là-dessus. Mais il faut qu'il y ait la compréhension. L'industrie doit aussi opérer dans l'ordre. Vous voyez, raison pour laquelle nous avons besoin de plus de dialogue sur cela, surtout pour un pays quelconque. Alors, pour les gens, il y a toujours un cadre de collaboration. Au premier lieu, bon, il n'y a pas encore eu d'informations qui ont été partagées avec les agents de réglementation pour révéler s'il y a eu des difficultés ou pas. Raison pour laquelle nous avons besoin de lancer un plaidoyer pour la question de protocole d'entente afin de bien gérer clairement ces questions au l'échange. Merci. Ivy. Any other? Merci beaucoup, Ivy. Je ne sais pas si nous avons d'autres questions. Vous pouvez toujours vous servir le micro et poser votre question. Thank you very much. Bien, merci. My name's Paul Kaunda. Je réponds au nom de Paul Kaunda. I'm Je suis practicing all the way in Tanzania. chargé d'affaires juridiques, en particulier en Tanzanie. Je suis un peu touché par ces deux présentations apportées par les deux orateurs concernant le cadre de réglementation précis relatif aux IXP. Alors, si j'ai bien saisi correctement, moi, écoutez, je comprends cela depuis ma propre perspective. Je pense qu'il n'y a pas un cadre de réglementation très strict qui redresse un peu cette question, disons, des rapports avec IXP. Alors, pour cela, je pense que, comme vous le savez, nous devons toujours savoir comment travailler sous la parapluie ou bien sous la couverture de la loi de protection. C'est un peu difficile. Nous, en tant qu'AFPIF, nous devons savoir comment approcher le gouvernement au niveau continental, avec des gouvernements au niveau continental et aussi à travers l'Union africaine, de revenir un peu par la suite avec une stratégie à dimension continentale pour voir comment nous pouvons résoudre cette question. Parce que ce que je vois, c'est-à-dire que nous essayons, c'est comme de rétoffer un peu certains tissus faibles pour incorporer cela dans intelligiblement dans notre système. C'est comme copier-coller ou bien importer quelque chose. Vous comprenez, ça ne peut pas fonctionner. Nous devons avoir notre propre format contextuel dans les cadres de réglementation. Nous devons recommander correctement ce qui doit être, soit qui doit être comme cadre de réglementation de nos opérations d'échange vis-à-vis des IXP. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Ivy peut revenir un peu à cette question et par la suite. In our panel is something that Nous allons you présenter really la même think question you peut-être bring au to me panel about this pour que vous puissiez y réfléchir davantage et dire ce que vous pensez. Ivy, si vous pouvez répondre à cette question, s'il vous plaît. La parole est à vous. Oui, je ne vois pas ceci comme une question, mais je pense que ce n'est qu'une contribution. Mais ça s'ajuste et ça se retrouve évidemment dans ce que je disais tout à l'heure. Parce qu'au niveau de l'Union africaine et aussi différentes régions, par exemple la CEDEAO, peuvent penser avoir quelque chose de ce genre. Parce que dans certains pays, bon, ont des juridictions, ils peuvent peut-être compiler quelque chose, pas, disons, développer un cas élémentaire comme tel, mais penser plutôt avoir cette bonne posture de collaboration. And all that. The only thing that I see is lacking is that the
regulator is not involved, not in straight regulations. Involvement, I mean, what goes on there, their challenges, and the other issues that come up. So if the regulator or government is aware of what's going on, what the activities are, they are aware of the challenges, they understand the challenges, and the policies that are being developed are developed to support it and not to restrict its operations or to make it backward, and for something that will make it sustainable. So I am for your recommendation and suggestion that coming up with a draft proposal or continental strategy to address ISP issues. Thank you. Okay, thank you. One comment from Fiona, then one last question so that we can start our panel in time. I'll hand you over my mic. Just a quick clarification. There are two issues here. There is the issue of data protection, which already the African Union has got a framework that was launched on the 22nd of July, 2022, that is being used by all the countries to guide on that data protection. So that's a whole separate issue. Then there is the whole issue Ivy has raised of the framework for exchange points and how they should be handled, which is a whole different issue. And I think the general practice over the last 2 decades or so has been to let the communities run the exchange points. However, there are countries where the communities have not been able to come together, but the governments have seen the relevance of having an exchange point. And so the regulator is tasked to set up that exchange point and to try and get the service providers to come together around the exchange point and to run it. Because we have exchange points that were started by governments, and I've seen the governments have pulled out and left it to the communities, which has also worked well. Thank you so much. You know, I was going to ask you, well, this is getting quite warm and we are liking it. So what I'll do now, we'll save your question. Ben is going to come back, and when he addresses everyone, then we can all contribute. Ben, please start. You can use that mic. Thank you so much, guys, for listening to. Thank you, Matthew. And thank you, Ivy. I hope you're hanging on to listen as well, because we're going to be talking about regulations from a perspective of industry. And I just want to ask, have a show of hands, how many regulators are here in the room listening today? Anyone who's working for a regulator, put your hand up. Okay, not so many. But hopefully our interventions will be recorded. But you know, in Kenya, I come from Kenya, and there we have quite a consultative process of generation of regulations, where the industry will actually sit at the same table, often with the regulators in drafting. But today's panel is the policy, regulation and taxation for growth of the digital economy. And we have some great guests here, but I'll give you a bit of a background. So there was a digital economy blueprint, which was put together and launched by His Excellency Uhuru Kenyatta, President of Kenya, here in Kigali in 2019 at Transform Africa. And this blueprint, though it was done by Kenya, but it was a contribution to Transform Africa Alliance, which is working to digitize the economies of 24 countries across the continent. The Smart Africa Alliance, it aims to leverage on technology to provide a single digital market in a region that enjoys a population of about 600 million people. And the 24 member states are expected to adopt the digital economy blueprint and use that to develop their relative digital strategies for the country. I've been I'm from Fiona as well. We've been on a task force in Kenya to develop the digital strategy for Kenya, and I think this is going on in other countries. But the blueprint defined 5 pillars of the digital Avec ces economy. projets, il y avait 5 piliers.
5 piliers. Il y avait d'abord l'infrastructure numérique, gouvernement numérique, des affaires en ligne, d'accord? Et aussi, ça qui a fait qu'il y ait un boosting un peu des startups, c'est-à-dire des entreprises émergentes. Alors, pour la question de la réglementation, bien sûr, il s'agit des caractéristiques qui sont tout à fait transversales hein, dans leurs activités, dans leurs opérations. Mais il y a eu quand même quelques changements, bien sûr, avec la pandémie qui a accéléré l'économie numérique. Et aussi, ça nous a permis de revenir un peu sur ces choses, de toucher cela, voir ce que nous pouvons changer et comprendre un peu l'avenir en termes de réglementation aussi des politiques. Alors, on a différents piliers. Comme je vous l'ai présenté, bon, nous allons peut-être Fiona. Fiona, vous l'avez essayé de mentionner, Tersport, que vous représentez l'infrastructure numérique. Vous êtes un point d'échange aussi. Et aussi Gina, et partenaire PPP, qui s'engage avec Netflix, qui a aussi des affaires des activités. Et Netflix est devenu très populaire pendant ces années au niveau de l'Afrique. Et Mounia Penda, vous êtes PDG de Kepler. Et je suis vraiment très reconnaissant de voir que vous êtes vraiment bien encadré, bien enroutiné, bien ancré dans le secteur de l'économie numérique. Ce frère aussi du Niger qui travaille aussi sur la numérisation des activités du gouvernement au niveau du Niger. Alors, je voudrais revenir à vous, excusez, vous êtes juste proche de moi. Première question, d'abord, c'est de vous dire, de vous demander. To bring in digital government, it's a very important piece of getting le gouvernement dans la numérisation. D'accord, vous voulez avoir des gens en ligne. Nous avons été dans la réussite au niveau du Kenya. Nous avons travaillé pendant longtemps avec, avec présence virtuelle de certaines personnes. Toutes choses étaient interconnectées. Alors, dites-nous un peu comment au niveau du Niger, quel est le cadre de réglementation et des politiques chez vous au Niger? Comment vous avez réussi par rapport à ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce qui est nécessaire en termes de réglementation au niveau du Niger? Qu'est-ce que vous entrevoyez, s'il vous plaît? Can you hear me? Okay. It worked this time. Ça fonctionne. Je pense que vous pouvez me suivre. Hein. Encore une fois, merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici, bien sûr. Pour Niger, c'est la première fois. Il y a une raison pour cela, tout en suivant les commentaires précédents. Écoutez, la raison pour laquelle le Niger est ici, dans sa délégation, nous sommes ici avec les membres ministériels de la technologie d'information, avec des opérateurs au niveau national et les ISP. Nous sommes arrivés au point où nous avons pu penser mettre en place notre propre point d'échange Internet. Bien sûr, il y a eu quelques traits il y a eu d'autres acteurs qui sont venus en retard, mais nous avons voulu essayer de saisir cette opportunité avantageuse pour voir quand même comment nous pouvons aussi avoir notre propre cadre d'opération, comme ce qui se fait dans le continent. Pour la question de Niger, je pense que c'est presque sur la même longueur d'onde. Bien sûr, nous sommes des retardateurs dans ce monde numérique, mais ce que nous avons décidé jusque-là de faire, c'est que ce n'est pas seulement nous focaliser sur l'innovation numérique, mais nous avons des raisons pour le dire dans ce sens. D'abord, avec la numérisation, nous avons pensé au développement et avec, comme vous le savez, les pays avec moins de ressources, presque un pays pauvre de l'autre côté. Et puis, nous avons aussi d'autres pays extrêmement riches. And the fastest growing population as well. So what we have decided to do is to come up with a strategy similar to the one of Kenya, because we're also part of Smart Africa, by the way. And alongside the Kenya blueprint, we also launch ours, which is the Smart Village blueprint, also within the Smart Africa community. And that's also why our organization was saying initially it was a technical ministry, which we transformed into an agency that really played the role of bringing the whole ecosystem together. We wanted to have a sort of neutral entity. Yes, I report to the president, I sit at the office of the president, but I play a role that actually de quoi? Ce que nous jouons. Nous essayons de ramener ensemble le secteur public et le secteur privé. Nous essayons de les encourager, de les motiver et renforcer les capacités, surtout spécialement avec les gouvernements en ligne ou bien les mener
opérations gouvernementales en ligne. C'est un paramètre qui va nous aider à avoir une numérisation de l'infrastructure gouvernementale, par exemple, que ce soit les centres de données, mise en place des services en ligne, créer différentes plateformes, une passerelle, etc. Mais nous avons besoin que ceci soit tenu par le secteur privé. Le gouvernement aura un regard de contrôle là-dessus. Alors, pour Niger, notre pensée, c'est de vous dire que ce n'est pas assez. Nous avons besoin d'avoir une histoire tout à fait complète. Nous avons besoin de lancer la numérisation du gouvernement, et le gouvernement du Niger, c'est la partie prenante principale. Et nous avons besoin que notre secteur de l'économie soit dans sa dimension de la numérisation. Nous avons besoin qu'il y ait des acteurs qui viendront, qu'ils puissent sentir que nous avons cette démarche de numérisation. Pas seulement pour bâtir un peu le service ou renforcer le système ou mettre en place un système, mais nous avons aussi besoin de notre démarche à faire. Changer de mentalité, de comportement, l'état d'esprit de tout le monde, de tous les acteurs, surtout les jeunes, parce que c'est ça. Nous, au niveau du Niger, nous avons la population la plus jeune dans le continent. Nous voulons maintenant les motiver d'avoir l'esprit d'entrepreneuriat, et aussi, ils seront liés et avoir accès aux opportunités, pas seulement qu'ils puissent être financés, trouver des jeunes entrepreneurs. Non, c'est question que nous puissions leur donner, les exposer un peu devant les entrées ou les accès aux opportunités. Il y a beaucoup de projets, bien sûr, qui sont axés sur le côté jeunesse, pour qu'ils puissent être quand même motivés, commencer avec des petites affaires, recevoir des financements, peut-être à travers l'université, là où nous gérons, le fonds de l'université que je gère d'ailleurs, pour voir comment nous pouvons faciliter les jeunes d'avoir accès à ces genres de fonds. Autre chose, nous avons aussi un centre d'innovation, c'est un centre de données, parce que nous avons besoin que la numérisation puisse avoir vraiment du sens. Nous avons des groupes, et avec ces différents foyers, nous sommes en train de voir comment tous ces foyers peuvent être connectés et aussi axés sur la technologie financière ou technologie d'information financière. Nous avons des groupes, nous avons l'université académique que nous avons mis en place avec tous ces foyers qui sont en constellation. Ils vont se connecter à cette académie. Bien sûr que bientôt, nous allons essayer d'inaugurer cette académie, et encore une fois, ça va donner du sens et de la valeur avec ce que nous faisons. Le Niger, vous le savez, nous avons vraiment une masse importante, mais la densité de la population est faible. Pour cela, nous avons besoin que la technologie soit là. Le gouvernement va aider dans ces démarches que les ressources soient disponibles, avoir un environnement favorable, la formation, bien sûr, sans pour autant que lui, il soit là vraiment au cœur de l'action pour faire tout. Non, mais motiver les autres qui peuvent le faire. Quelques semaines passées, nous avons eu un contrat important avec les autres pour pouvoir connecter, parce que je pense que Niger, c'est vraiment un pays plus rural. La plupart de nos populations, de nos gens vivent en milieu rural. Peu de gens sont dans le milieu rural. Pour cela, nous avons une affaire d'un fonds important. Nous avons accordé une affaire de 50 millions, vous voyez, quelques semaines passées, à 2 opérateurs. Nous avons leur donné un étalage temporel de 3 ans pour qu'ils puissent voir comment interconnecter les communautés. Ensuite, avec ces systèmes, pas seulement la connectivité, nous avons besoin aussi d'avoir des services de bundle, donc avec des services technologie d'information, orientation financière, pour permettre aux gens d'avoir accès à toutes ces opportunités. Nous avons aussi déployé les centres numériques pour les communautés, parce que nous avons voulu que les citoyens puissent être autonomisés et avoir des capacités renforcées pour qu'ils puissent être capables de bien comprendre leur propre contenu. La seule façon de le faire, c'est que nous avons certaines manœuvres que nous réalisons. Nous avons essayé de commencer avec ces projets sur 2 ans que nous avons déjà lancé la phase de pilotage. 50 millions de dollars est là, c'est ce que nous voulons allouer pour accélérer cela. C'est très important pour permettre à ce que nos communautés puissent être connectées à ce que je disais tout à l'heure, la numérisation. Dernière chose, c'est vrai, c'est nouveau pour ce qui concerne un peu la réglementation. Vous serez très surpris de vous dire que l'implication du gouvernement est beaucoup plus
beaucoup plus, nous avons des réglementations qui sont un peu légères. Ça, c'est bon pour nous. Nous ne voulons pas retomber dans les mêmes erreurs avant que nous puissions avoir des passerelles nationales. Mais actuellement, ce que nous voulons faire concernant le point d'échange Internet au niveau du Niger, nous véhiculons cela, nous gérons cela en coordination avec le ministère pour avoir un écosystème à contexte local. Nous avons besoin d'un cadre de collaboration. Nous avons besoin de créer un environnement qui pourrait permettre aux acteurs d'apporter le maximum qu'ils peuvent. Bien sûr, en se passant certains rôles et responsabilités. Avant que je crois que les activités doivent tourner autour de la conscientisation, la sensibilisation technique. D'accord? Nous avons commencé avec un bootcamp, c'est-à-dire un camp de motivation, de sensibilisation. Le bureau du président viendra aussi pour mener quelques formations. Il y aura aussi des agences qui viendront, d'accord, pour suivre et comprendre ce qui se passe actuellement dans le pays. Mais voilà un peu de mots, ce que je voudrais vous dire, c'est renforcer l'écosystème. Ensuite, nous avons besoin de suivre à pas cadencé le même style, le même format comme les Kenyans pour faire en sorte que les communautés qui sont en milieu ruraux puissent voilà, bénéficier et puis réaliser un saut important très vraiment au cœur de la technologie. Ça va nous aider sincèrement pour résoudre certains problèmes et faire face à nos défis et même le surpasser. Alors, pendant que nous sommes en train de parler de tout ceci, je ne sais pas comment je peux dire, voilà ce que je pourrais nous chercher, ce que nous voulons contribuer. Nous avons besoin d'abord de définir la base, la qualité, d'accord? Améliorer les conditions de vie de nos citoyens, d'accord? Et ensuite, ce que nous voulons faire au Niger, nous voulons être un des centres d'excellence aussi en Afrique, si vous le pouvez. Merci beaucoup pour votre aimable attention. It's quite, it's very refreshing. Bon, je pense que c'est très rafraîchissant, surtout l'évolution donc des échanges Internet est devenu un besoin, en tout cas pour le cas du Kenya, depuis longtemps, et les ISP qui jouent un rôle très important. Vous savez, les ISP sont interconnectés par rapport à la bande passante. Bon, si au Niger, par exemple, les opérateurs n'ont pas identifié ce besoin, vous créez votre nouvelle application. Vous faites donc les services du gouvernement électronique. Ce sont des services qui se connectent avec les vôtres sans pour autant que les données n'aillent ailleurs. Et je pense que ça donne du sens. Je félicite votre initiative. Alors, je vais donc passer à Ginny. Fiona a également parlé des droits, n'est-ce pas, à la propriété intellectuelle, etc. Je pense que d'ici, quand les gens cherchaient, par exemple, à suivre des films, il était facile d'acheter, par exemple, un film dans la rue. Aujourd'hui, avec Netflix, nous voyons donc une forte pénétration de la bande passante au Kenya. Aujourd'hui, Netflix a rendu les choses beaucoup plus simples. Si les gens veulent suivre un film, ça devient beaucoup plus simple, sans passer par toute cette architecture de droits d'auteur, etc. C'était très facile avant d'acheter un DVD dans la rue et voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si on voit un peu l'étape où se trouvent donc les infrastructures, je pense que Netflix devrait être l'un des fournisseurs donc de divertissement en Afrique le plus important. Je ne sais pas si vous avez peut-être une opinion différente. Quand vous voyez, par exemple, que Netflix s'intéresse à un marché, un peu qui pourraient être les difficultés de Netflix en Afrique. Bonjour, je m'appelle Gina, je suis très contente d'être avec vous. Merci de m'avoir invité. Vous savez, avant, on envoyait ces DVD par la poste. C'était comme ça, en fait. On les mettait dans des petites enveloppes, toutes rouges. Ensuite, vous allez vers une machine, on vous l'envoyait, vous pouvez tout avoir, etc. Donc, en ce qui nous concerne, l'Internet joue un rôle très important.
Et ça dépend également de la façon dont nous répondons aux investissements que nous faisons. Nous sommes donc une entreprise, n'est-ce pas, de divertissement. Nous pensons fournir du contenu de qualité et nous voulons également augmenter la demande en termes des fournisseurs d'accès Internet. Et selon moi, la relation entre nous, les ISP et les régulateurs, c'est un peu comme un tandem, enfin, un groupe de trois. Nous travaillons donc de façon collaborative avec les autres entités. Ce qui est quand même très intéressant au cours de cette réunion et en écoutant donc les conversations, c'est le fait que je pense que nos intérêts se ressemblent. Je m'attendais par exemple à voir un peu ce qu'il y a en Europe, etc. Voilà, donc mon rôle, c'est simplement pour préserver un peu l'aspect entrepreneurial de l'Internet. Parce que quand on passe à l'espace Internet, où les infrastructures, les entreprises infrastructurelles électroniques dépendent, n'est-ce pas, d'Internet. Ce sont eux qui créent ce réseau, en absence donc de préserver la gouvernance qui tourne autour de cela. Ainsi, notre engagement et ce que nous faisons depuis plus de 10 ans déjà, c'est donc de faciliter les fournisseurs de services, également les consommateurs, d'avoir accès à Netflix. Nous avons donc fait un investissement de presque $1 milliard et cette année, nous allons commencer à réactualiser les infrastructures que nous fournissons donc aux ISP dans la fourniture de Netflix. Et comme je l'ai mentionné, la localisation donc, de contenu joue un rôle très important. Donc, il y a 10 ans, nous avions compris que si nous voulions satisfaire Netflix à travers Internet et que à l'époque, l'Internet n'avait pas les mêmes capacités donc, dans le streaming des films, honnêtement. Aujourd'hui, l'Internet s'est beaucoup amélioré en 10 ans. Nous avons donc décidé d'investir sur le contenu à distribuer et comment est-ce qu'on va le faire en mettant en place un CDN qui a donc un moteur adaptatif autant pour moi, pour voir un peu quantifier, parce qu'en fin de compte, les gens ne vont pas regarder les films sur Internet s'ils n'ont pas l'impression qu'ils suivent la télé. Donc, la qualité qu'apporte l'expérience des télévisions aux consommateurs, c'est ce qui attire donc les gens qui pourrait attirer les gens à regarder le contenu sur Internet, nous reconnaissons. Donc, à travers cet aspect, nous avons déployé beaucoup d'infrastructures à l'échelle mondiale et ça fait 10 ans de cela. Donc, je ne sais pas si l'Afrique était déjà prête, mais il y avait des gens qui regardaient déjà Netflix, je ne sais pas, en Afrique, à travers les VPN, je ne sais pas comment ils le faisaient de façon technique, mais c'est de cette façon que Netflix est devenu de plus en plus populaire, non pas seulement à cause de la publicité autant pour moi, mais c'était parce que c'était fait de bouche à oreille. Donc, moi, je pense que en avril dernier, nous avons donc fait un engagement beaucoup plus agressif, même si nous avons offert des téraoctets de trafic, n'est-ce pas, dans toute l'Afrique. Donc, tandis que nous avons des couvertures et des relations avec les fournisseurs, les grands fournisseurs en Afrique, ce que nous reconnaissons également, c'est le fait qu'il existe des marchés beaucoup plus restreints avec des ISP de petite taille qui n'ont peut-être pas les moyens et les ressources pour être à même de investir de l'argent dans le réseau. Donc, en avril dernier, nous avons donc, nous avons donc signé un accord avec l'Union internationale des télécoms, avec des partenaires pour s'engager en ajoutant notre infrastructure dans des IX, des échanges Internet accessibles au public afin que nous puissions localiser le contenu, même pour les ISP qui n'ont pas la capacité d'avoir leurs équipements dans le réseau. Nous avons donc anticipé cela et nous avons vu que ça pourrait donc localiser à peu près 80% du contenu Netflix dans toute l'Afrique. Et en plus donc de la localisation à hauteur de 80% en Afrique, nous avons calculé que ça pourrait donc satisfaire 10 millions d'abonnés. C'est 10 millions ou 100 millions? C'est 10 millions, voilà. J'étais un peu perdu avec les zéros.
Voilà, je ne sais pas si ça arrive à cette réponse vous satisfait, mais je pense que du plan de vue réglementaire, nous étions encouragés à, nous avions été motivés, n'est-ce pas, de faire en sorte que l'Internet soit ouvert, accessible, un flux d'informations, un environnement propice à travers l'interconnexion collaborative des réseaux et que les grands fournisseurs de services Internet qui ont le monopole puissent y participer. Parce que selon moi, c'est à ce niveau où nous pensons qu'il y a peut-être un peu plus de difficultés sur l'interconnexion. Oui, je pense que beaucoup de personnes dans cette salle, nous pensons fermement sur le principe donc de la nature ouverte d'Internet. Donc, bon, peut-être que on ne parle pas trop sur ça, mais je pense que le message est retenu et le message est bien. Alors, vous savez que COVID a causé beaucoup d'opportunités qui nous permettent à mettre des barrières, en fait. Et c'est ce qui m'inquiète un tout petit peu. Je suis inquiète du fait que, aussi longtemps que la demande en approvisionnement à Internet continue à croître, la fragmentation, bien les gouvernements, les régulateurs sur le terrain pensent qu'ils doivent protéger leur zone géographique. Et donc, en conséquence, enfin, la protection, c'est pour une bonne raison, parce qu'il faut contrôler le trafic. Mais dans ce processus, les fondements, les principes fondamentaux d'Internet seront donc menacés. On peut voir, par exemple, la fragmentation, comme c'est le cas en Corée, ou bien la politique donc de l'émetteur-payeur. Et ceci a prouvé que les prix des transits vont augmenter, les gens ne vont pas y investir et le rendement ne sera pas satisfaisant. Voilà, c'est ce que je voulais faire comme commentaire. Et depuis l'arrivée des COVID, nous voyons que les gens veulent de plus en plus protectifs. Effectivement, nous voyons donc cela. C'est ça que nous remarquons également. Et donc, peut-être qu'il faudrait investir davantage sur le continent africain. Et en tout cas, nous avions un panel très intéressant lorsque nous avons évoqué la question du rôle des femmes dans le TIC. Et quand vous parlez donc des compétences numériques pour cette économie, on parle donc de 3 niveaux, c'est-à-dire le consensus normal, la capacité donc d'utiliser les appareils, être en ligne, ou bien un bon nombre, n'est-ce pas, d'activités de connaissances sur Internet, telles que les ordinateurs, etc. Nous voulons que tout le monde soit dans le débat. Ainsi, je pense qu'il faut avoir du temps, n'est-ce pas, pour développer, par exemple, une politique et vous avez également parlé des exigences, certaines exigences. Par exemple, au Kenya, nous avons une législation où on vous demande d'avoir le diplôme, n'est-ce pas, avant d'avoir l'autorisation pour vous lancer dans les TIC. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites pour développer les compétences numériques jusqu'à présent? Qu'est-ce que vous faites? Et selon vous, que pensez-vous des interventions de réglementation? Qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce qui manque? Voilà, pour nous permettre de fermer le fossé. Oui, est-ce que je peux avoir une serviette? J'ai donc une petite allergie, si vous permettez. Est-ce que je peux avoir juste un petit chiffon? Alors, moi, je recherchais par exemple le fait que nous avons donc accompagné donc, la rédaction donc, de cette réglementation et je suis donc très fier de voir le résultat. Et c'est très intéressant parce que l'intermédiaire, enfin l'expert intermédiaire, comme vous l'avez bien dit, en tout cas, au niveau des Kepler, tous nos étudiants viennent généralement des universités publiques.
Donc, ce ne sont pas des étudiants Moringa, comme on dit au Kenya, ce ne sont pas des gens qui sont exposés donc, au nombre, au monde numérique, ce sont des étudiants qui ont peut-être vu la technologie, mais qui n'ont pas encore utilisé, etc., tels que par exemple les salles des classes intelligentes ou les ordinateurs. Donc, lorsqu'ils viennent auprès de nous avec leur diplôme, ils n'ont jamais utilisé les ordinateurs, leurs diplômes sont payés en ligne. C'est, si vous cherchez par exemple un master, c'est un peu ce que le Kenya est en train de faire, comparé au fait d'avoir un pourcentage sur telle ou telle matière. Donc, c'est donc une façon très différente pour considérer les diplômes de master. Donc, vous savez, quand vous apprenez en ligne, vous apprenez selon votre rythme, bien que nous ayons des exigences mensuelles. Alors, si vous demandez à un étudiant qui n'a jamais été exposé à la technologie de faire un diplôme technologique, nous avons pensé que ça ne pourrait pas être faisable. Nous avons donc mis en place un programme de fondation qui leur permet donc de commencer le diplôme, ce qui prend environ 7 mois. Et on s'est focalisé d'abord sur la saisie de 50 mots par minute. Allumer, par exemple, l'ordinateur, expliquer les parties fondamentales d'un ordinateur. Et ensuite, on fait des formations Excel, aussi bien que des activités telles que Google Suite, etc. Et on passe donc au système d'information, le système de gestion d'apprentissage. Une fois qu'ils maîtrisent la base, cela n'est pas suffisant pour faire un peu aborder l'aspect numérique. On montre, par exemple, on leur montre comment apprendre ce qu'ils ont appris, y compris les compétences soft, comment travailler en équipe. Donc, on fait un peu ce packaging, c'est ce que moi j'appelle les fondamentaux. Et nous pensons que élargir l'étendue donc des compétences de base, ce n'est pas simplement de savoir saisir sur un ordinateur. Après cette phase, quand ils commencent leur diplôme, ils utilisent par exemple des exemples qui leur permettent d'utiliser donc les technologies à un certain niveau intermédiaire. Alors, en réfléchissant, nous avons fini par comprendre que beaucoup d'étudiants qui sortaient donc des universités, généralement, on travaille avec les étudiants qui ont un niveau universitaire. Nous avons compris qu'une fois que les étudiants sont diplômés, nous allons donc essayer de vérifier les employeurs et généralement, eux ne s'occupaient pas trop sur vérifier, par exemple, les diplômes des étudiants. Un étudiant peut, par exemple, travailler pour un ISP, ou bien peut-être IMTN, ou bien peu importe les concurrents. Et quelles sont les compétences que vous avez? Généralement, ce sont des compétences numériques et ensuite la communication. Et à chaque fois, c'était donc les deux choses que nous recherchions. La capacité, par exemple, d'innover en utilisant les technologies numériques, aussi bien que la communication. Et je me suis dit que nous voulons nous assurer, en plus donc des compétences techniques, c'était de s'assurer que les deux composantes de compétences devraient satisfaire au marché. Donc aujourd'hui, nous accompagnons également d'autres formations techniques professionnelles, aussi bien que d'autres universités, c'est-à-dire on a pris notre programme de fondement, on l'a restructuré en 6 semaines et on a offert cela au Rwanda, en Éthiopie, avec notre partenaire également en Éthiopie, n'est-ce pas, les écoles professionnelles. Nous avons donc amélioré leurs compétences avec les deux ensembles donc, de compétences, c'est-à-dire digital et communication. Alors, pour moi, en analysant l'économie numérique, si c'est bien cela la question, je pense que ces deux composantes, c'est-à-dire les bases numériques, y compris ce qu'on peut faire à partir de ces compétences, aussi bien que la communication et les compétences soft, seraient donc les points qui nécessitent notre intérêt. Et c'est pour venir donc à la deuxième idée, selon laquelle je parle sous le contrôle de mes collègues. Au niveau des universités, nous avions réfléchi sur ce qui nous arrive. Par exemple, moi, par exemple, certains postes demandent un doctorat, mais dans d'autres, nous recherchons par exemple des compétences. Et quand on regarde les CV, nous ne recherchons pas le diplôme, mais plutôt le projet technique, par exemple, que le candidat aurait fait. Qu'est-ce qu'il a appris, qu'est-ce qu'il a construit, et c'est ce qui nous intéresse. Donc, lorsque cette exigence s'inscrit dans le marché total,
au Rwanda, c'est peut-être pas comme au Kenya où on exige, n'est-ce pas, d'avoir forcément un diplôme de licence, etc. Une fois que ceci est retiré, c'est-à-dire l'exigence du diplôme technique, si vous voulez, par exemple, accepter des personnes par rapport à d'autres certifications, alors quel est le rôle des universités? Et c'est la raison pour laquelle nous recherchons donc des diplômes externes, y compris le travail au niveau des compétences soft. Donc aujourd'hui, je pense que la capacité, donc, par exemple, de finir les cours en ligne n'existe pas. La façon dont nous présentons cela aux étudiants, s'ils veulent, par exemple, acquérir un diplôme, c'est exactement ce que le marché du travail recherche. Par exemple, si on termine tel certificat, c'est ce qui vous permet d'avoir tel ou tel emploi. Donc, le certificat, ce n'est pas parce qu'ils ont quelque chose de l'université, mais ce que nous offrons dans le certificat, c'est ce qui crée la différence et qui les rend employables. Et c'est la réflexion, donc, du côté de l'université. Du côté des régulateurs, nous avions donc des problèmes à cause des régulateurs donc, dans l'espace de l'enseignement tertiaire qui veulent maintenir la qualité, ce qui est bien important. Mais c'est très difficile parfois de se détacher un peu des modèles traditionnels. Même les diplômes, lorsqu'on les amène les régulateurs, parfois, ça leur prend jusqu'à 2 ans pour essayer de comprendre les noms techniques, qu'est-ce que vous voulez par la maîtrise. On veut savoir, il faut dire qu'il y a tel ou tel pourcentage. On dit que la maîtrise, c'est à travers les différents projets que nous avons déterminés. Et une fois qu'ils ont cette maîtrise, ils peuvent passer à un autre projet. Donc, même définir la qualité et la compétence dans cette nouvelle structure. Et bien sûr, qu'est-ce que vous faites avec les diplômes en ligne? Comment est-ce que vous pouvez travailler avec votre petit certificat? Donc, je pense que les régulateurs dans le secteur éducatif doivent, sont un peu restreints. Donc, je pense qu'il y a donc une opportunité pour ceux qui sont dans l'espace technique pour également accompagner les régulateurs qui les affectent en retour, comme les entreprises numériques et l'éducation. Oui, bien sûr, la réglementation dans le tertiaire, vous savez, il y a un président d'université qui m'a dit que pour avoir, par exemple, l'autorisation dans une université, la première exigence, c'est d'avoir donc une bibliothèque. Si vous avez, par exemple, 10 000 étudiants, il faut que vous ayez une bibliothèque de telle taille. Donc, ça montre le nombre de livres qu'il faut avoir. Et il faut définir la taille. Donc, oui, effectivement, chaque pays a cette loi. Vous voyez, donc je n'ai pas tort. Tous les pays, même mon université, avant l'accréditation, on avait donc les diplômes en ligne. Et on avait donc les bibliothèques en ligne, tout le monde qui a un ordinateur. On donnait à tout le monde un ordinateur. Donc, il y avait beaucoup d'espace physique, mais on n'avait pas une bibliothèque physique. Et donc, ils nous ont dit que si on ne crée pas cela, on ne va pas nous accréditer. Aujourd'hui, nous avons des infrastructures qu'on aurait utilisées pour autre chose, mais on a dû compromettre par rapport à une bibliothèque informatique. Vous voyez, donc il fallait trouver de l'espace. Donc, vous voyez que ce sont des mentalités un peu archaïques sur la gestion de l'éducation tertiaire. Donc, il y a une confusion comme quoi, si vous avez une université, alors ça veut dire que vous avez des compétences qui sont nécessaires pour l'économie numérique, mais ce n'est pas vrai. Il faut réfléchir. Je prends l'exemple, par exemple, en tant que le gouvernement, il faut planifier pour dire si on a besoin, par exemple, d'aborder, par exemple, des industries telles que Netflix et attirer ces acteurs. Est-ce que nous avons des personnes, est-ce que nous formons des personnes pour ces nouveaux métiers, ces nouvelles industries? Si vous ne planifiez pas bien ça, et en fait, il ne s'agit pas simplement d'avoir les diplômes. Si vous voulez faire, par exemple, l'agriculture basée sur l'Internet des objets, alors qui dispose donc de ces compétences? Et à quel niveau est-ce qu'il faut changer de branche? Parce que si vous avez, par exemple, beaucoup d'ingénieurs, et si vous avez besoin des ingénieurs informatiques, est-ce qu'il est possible de réorienter ces gens dans ce domaine? Donc, ça demande beaucoup de planification. C'est pourquoi c'est donc un système de gouvernement, l'écosystème numérique. Il faut réfléchir parce que nous avons beaucoup de choses, beaucoup de types d'ingénieurs. C'est comme chez les anthropologues. Comment est-ce qu'un anthropologue puisse s'élancer dans l'agriculture? Donc, soyons créatifs. Les régulateurs
la charge ne devrait pas être du côté des régulateurs, mais il faut que ces derniers nous aident lorsqu'on crée de nouveaux plans pour nous faciliter les choses. Alors, Fiona, je viens vers vous. Vous avez beaucoup parlé du travail en cours en termes de plaidoyer sur les politiques réglementaires. Donc, j'aimerais savoir, vous avez donc une organisation basée sur la communauté, vous avez une association également d'ISP et aujourd'hui, vous êtes devenu donc un échange pour les communautés. En Afrique du Sud, c'est INCS, je fais partie également du conseil et on fait presque la même chose. Donc, l'association d'ISP qui fait beaucoup d'activités en termes de politique et tout ce dont vous parliez. Et bien sûr, vous savez, au niveau donc d'un échange Internet privé, vous ne ferez pas la même chose. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu, parler un peu de votre succès? Parce que au fil des années, je sais que vous avez gagné beaucoup de batailles, n'est-ce pas? Parlez-nous un peu des victoires, des histoires très que vous avez atteintes. Merci infiniment, Ben, pour avoir posé la question sur les success stories. Il y en a eu beaucoup, mais je pense que notre grande victoire, c'était la période où nous avions participé à le plaidoyer donc de politique qui s'est résulté donc en amendement dans la loi qui favorise l'industrie et la communauté. À titre d'exemple, revenons en 2015, l'amendement de la loi sur la communication et l'information, nous avons fait partie donc de ce processus et ensuite on a été satisfait des changements. Nous avions été impliqués sur le développement donc des plans directeurs d'éthique dans le pays et ceci donc des documents de politique stratégique qui créent des opportunités à tous les niveaux dans l'espace d'éthique. On a donc analysé l'aspect éducatif, les entreprises numériques, la gouvernance. Et donc, au-delà de cela, nous avons donc rédigé le document phare de l'économie numérique. Nous avons donc eu un bon nombre de documents que nous avions développés avec les gouvernements et ceci a été ajouté dans le document Blueprint de Smart Africa. Lorsque nous sommes retournés pour revoir ce document du Kenya, nous avons réussi donc à nous inspirer de la base de données, à analyser également les données recueillies au cours des années, les domaines qui étaient nécessaires. On s'est accordé sur les piliers qui, pour nous, ne représentaient pas vraiment un défi parce qu'il était très facile de s'accorder avec le gouvernement sur les piliers, le nombre de piliers. Ensuite, il y avait l'activité qu'on a faite sur les points d'échange Internet aujourd'hui. Vous savez, lorsque vous regardez, par exemple, l'essence africaine, qui sont les points d'échange, nous avons tous, et nous sommes arrivés à un niveau où nous interagissons avec les réseaux de communautés qui ne sont pas bien structurés, et nous avons collaboré avec les fournisseurs de transport, les data centers, tout l'écosystème pour les inviter donc autour de la table. Nous avons parlé également avec les diffuseurs numériques pour les inviter dans l'échange, mais en les aidant à mettre les structures en place, les systèmes. Et à un certain niveau, nous les avons impliqués au niveau des discussions en matière de politique, car à la fois la diffusion et les régulateurs de TIC sont les mêmes au Kenya. Et parfois, on pense de la diffusion numérique qui est différent donc des fournisseurs d'accès à Internet, alors que les deux utilisent les mêmes infrastructures. Donc, avoir ce genre de débat pour permettre d'aborder l'aspect diffusion et l'aspect télécommunication ensemble fait partie donc de nos victoires. Et nous avons réussi donc à être à un niveau où chaque mois, nous avons des discussions avec le gouvernement, avec différents responsables du gouvernement, en invitant les présidents, les DG. Il y a même des séances où on invite donc les équipes techniques. Nous discutons aussi avec d'autres propriétaires d'infrastructures, Koura, Roura, voilà. La Kenyan Pipeline, nous discutons également avec des entreprises d'abduction en eau, Afri River Water, et ce qui nous permet donc, au cours des réunions, de les mettre, de les confronter avec les techniciens. Et donc, dans la conceptualisation, nous sommes impliqués. Alors, une autre victoire qui est toujours en cours, parce qu'il y a beaucoup d'ajustements à faire, c'est donc l'autoroute de Nairobi. Nous avons commencé des débats
en 2017 jusqu'en 2018 dans la planification et la conceptualisation de la route. On a donc présenté les spécifications donc, en termes des TIC. Et donc, ils ont été capables de rembourser à travers le ministère des TIC sur les coûts de déploiement de l'infrastructure de TIC. Donc, nous sommes arrivés à un niveau où la route a été construite. Le seul problème, c'est que l'entrepreneur avait reçu de mauvaises instructions. Mais le ministère s'est accordé à faire des réparations. Voilà, pour que cela puisse soit aux fournisseurs de services. Donc, ce sont des victoires pour nous, mais ça n'a jamais été facile. Vous savez, pour l'autoroute, par exemple, il y avait des limites. Vous savez, lorsque les travaux commençaient, les forages, etc., parfois, il fallait se rencontrer sur le terrain pour être avec l'entrepreneur, l'entrepreneur en électricité, d'eau, etc., parce que les différents fournisseurs ont également des équipes. Il fallait donc interagir avec chaque équipe, des fournisseurs de services, afin de discuter et de s'accorder sur l'endroit où notre fibre va passer pour l'eau, pour les canalisations et pour les câbles électriques. Et donc, en conséquence, nous avons donc utilisé cela comme étant un canevas et puis l'Union européenne vient maintenant financer. Et donc, toutes les infrastructures de Nairobi, que ce soit les autoroutes, voir un peu où nous avons les infrastructures. Il y a donc un consultant qui nous aide à faire la documentation de chaque zone de couverture et l'Union européenne saura la quantité à dépenser pour le projet. Voilà, on n'a pas encore vu, on n'a pas encore un mot à dire, mais on peut réagir sur la conceptualisation, les standards de la conceptualisation et où nous pouvons avoir les infrastructures. Donc, on profite de cela pour s'assurer que cela puisse arriver aux zones résidentielles, aux derniers maillons, pour faciliter les coûts pour les fournisseurs de services. Et pour moi, ceci sera la véritable victoire que nous aurons dans quelques mois. Merci beaucoup. It's actually Merci. Il est important pour tout le monde ici d'écouter ce qui se fait, le travail dur. En Afrique du Sud, ISP a été financé par les opérations des IXP. Donc, c'est un service générateur des revenus. Cet argent est utilisé pour développer l'infrastructure. Donc, quand vous négociez vos charges, il faut assurer que l'argent sera utilisé de façon… donc, il faut que ça soit utile. Est-ce qu'il y aura d'autres questions de l'audience? Okay, so questions, no questions? Or? Il n'y a pas de questions, apparemment? Il n'y a pas de questions, apparemment. D'accord, pas de problème. Je vais remercier le panel. Je vais vous donner un dernier conseil, un dernier mot. Si, c'est le suivant. Quels sont les règlements qui pourraient vous empêcher, qui seraient des obstacles? Quels sont les règlements que vous ne voudrez pas voir? Je vous donne la parole. I'll say not really. Ce n'est pas tellement des règlements, il y a beaucoup qui se fait en ce moment. Ma théorie, mon hypothèse, c'est d'essayer d'imiter ce qui se passe ailleurs. Comme je vous ai dit auparavant, ce qui se passe, c'est un peu nouveau. Il y a des nouveaux développements. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'en tirer bénéfice et d'exploiter ce qui se passe, d'explorer un peu, d'apprendre. Et il n'est pas question de déranger les utilisateurs. Il faut qu'il y ait une certaine souplesse, une certaine liberté. Oui. Je pense que les Américains… Donc, d'après votre dernière phrase, la menace, c'est que le gouvernement
pense qu'il devrait introduire de brefets ou bien de contrôler les praticiens d'éthique, parce que là, il s'agit de plusieurs secteurs. Les praticiens d'éthique devraient être permis, autorisés de pratiquer. Parce que si vous introduisez des régulations, des contrôles, des conditions, alors le jour où j'aurai une très bonne idée pour aider le ministère chargé de la Santé et je ne suis pas autorisée d'opérer, de fonctionner, alors ça sera une perte. Donc, il faut rendre ce domaine ouvert. Oui, je suis d'accord avec elle. Je suis vraiment d'accord avec elle. Donc, ce n'est pas au Rwandais ou bien au Kenya. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est qu'au Rwanda et au Kenya, nous savons qu'il faut construire l'écosystème entier. Donc, on comprend qu'il faut parler aux employeurs. J'ai l'impression que sur le continent, c'est nouveau, mais on comprend qu'il faut construire cet écosystème avant d'en tirer profit. Là, il s'agit des entreprises, mais pour le Niger, le Mali, où cette approche a mené au développement de certains secteurs. À un certain moment, quand on pense des entreprises digitales ou bien numériques, il faudrait penser à qui devrait en discuter. Sinon, vous savez, nous sommes prêts à vous vendre nos plateformes, mais pour qu'il y ait une concurrence entre les pays, il faut savoir comment renforcer les écosystèmes pour chacun des piliers et qui devrait être acteur clé, qui devrait les représenter. Parce que de par le passé, il y avait de tels débats. On disait, mais comment savoir quels sont les domaines où il faut qu'il y ait une formation. Je pense que le Kenya et le Rwanda ont pu le faire. Je ne sais pas ce qui se passe ailleurs. Merci. Angina, est-ce qu'il y a des menaces au développement de Netflix? Je pense que l'engin motrice, c'est la concurrence. La concurrence renforce l'investissement et l'industrie. Il faut travailler ensemble. Il faut savoir qu'il y a assez d'espace pour tout le monde, assez de place pour tout le monde. Et dans 10 ans, ça va améliorer ce domaine. C'est tout ce que j'ai à dire en ce moment. C'est parfait. Merci beaucoup. Je remercie tous les panélistes. Ça a été un très bon débat et je remets la parole au MC. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il faut les applaudir. Are we going to give them gifts now? Or maybe we can do a session of photos before they leave. Peut-être on va avoir une photo des familles. Nous aurons une photo des familles pour les panélistes. Et entre-temps, il y aura Frank et son équipe qui vont se préparer. That's why we are talking as well. So Frank, Frank, si vous êtes prêt, veuillez prendre la parole et vous allez nous dire qui sont les gens qui veulent parler lors de cette session de peering personal. Qui va parler? So we have Enoch. Nous avons Enoch. Enoch va monter les diapos. Et je pense que tous ceux qui vont parler, tous ceux qui ont déjà envoyé leurs diapos devront venir ici. Kenix, Cedric, Web pour Africa, Development Bank of Rwanda, RDC, Meta. Eno. Je pense qu'il y avait 2 personnes là. Kenneth, est-ce que vous êtes là? Next slide. Good evening. Bonsoir. Je m'appelle Judah Opuk.
Je suis ingénieur à Kenneth. Kenneth, c'est le réseau chargé de la recherche et l'éducation au Kenya. Nous faisons la distribution des agrégés de plus de 50 gigs à peu près 430 institutions de recherche et d'éducation. Nous avons un réseau à travers le pays. Nous avons plus de 3000 kilomètres de fibres optiques et à part le peering, nous pouvons faire le partage d'infrastructures. Donc, pour le peering, ISN, notre ISN, c'est 36 9 14, ICO, Nairobi, et SICOM CLS à Mombasa. Notre politique de peering est ouverte et pour d'autres détails, vous pourrez consulter PeeringDB. Les détails de contact, c'est ça et kenneth.o.ak. Merci beaucoup. Et s'il y a quelqu'un qui représente Africa, venez par ici. Hello everyone. Salut tout le monde. Je m'appelle Cédric. Je travaille à Afrinic. So Afrinic fait le peering à plusieurs endroits. Nous sommes à Jinx avec S33 7, 6, 4 et nous sommes présents dans d'autres lieux avec 2 ISN 37 1 77 et 37 1 8 1. Pour ceux qui ne connaissent pas Afrinic, c'est le réseau régional, mais à part les services que nous offrons comme WIS, IRA, ADAP, nous avons aussi notre programme INECAS où nous fournissons reverse Denison et nous sommes à Sinks, Dinks, Cape Town, Durban, Jinx, Renex, Madagascar, la Tanzanie et aussi nous voulons aller à l'île Maurice et Mombasa. Nous avons une politique peering ouverte et si vous vous y intéressez, si vous voulez nous aider à héberger un programme INECAS, nous serons très contents de travailler avec vous. Nous sommes à peering@afrique.net ou bien à PeeringDB. Merci beaucoup. Merci Cédric. Nous aurons maintenant Web for Africa, mais il n'y a personne, donc veuillez prendre note. Vous pouvez prendre une photo, mais les diapos vous serez disponibles plus tard en ligne, aussitôt que possible. Merci. Je pense que c'est déjà téléchargé en ligne. D'accord, la prochaine diapo. Okay, that person is also not here, it seems. So please continue. Le prochain diapo, s'il vous plaît. Le prochain diapo. Hello. Salut, je m'appelle Daniel de ISPA RDC. IXP. Nous sommes en RDC et nous voulons travailler avec toutes les IXP qui veulent entrer en connexion avec nous. Notre politique est ouverte et sentez-vous libre de nous contacter à cet email. Vous pouvez aussi avoir toutes les informations requises sur le PeeringDB. Merci. Hello, everyone. Michelle. Salut, je suis Michelle de Meta. Meta, nous avons 2 SN, nous avons AS 3, 2, 9, 3, 4. En Afrique, nous avons le peering privé et le peering public. Public à Cape Town, Telco, Alexandra, à Auto Data Center et à Lagos Medallion Center. Et nous avons Rock Center qui sera là bientôt pour le peering privé et ICOLO, Mombasa et BA1 et Johannesburg. Nous avons Terracom et nous aimerions faire le peering avec vous si vous y êtes. Si vous n'y êtes pas et vous voulez faire le public peering, nous avons Cape Town, Sexanup, Lagos, IXPN et WaFiX, ainsi que Mombasa, Astrid et KXP, Johannesburg, Jinx et NAP Africa. Next slide. Prochaine diapo, s'il vous plaît. All right. And we have ASN. Nous avons AS 63293
qui est notre FNA et c'est disponible à plusieurs endroits de peering public comme à Angola XP, Angonix et tous les autres que vous voyez devant vous. Mais nous serons très contents de travailler avec vous pour faire le public peering ou bien directement au public peering. Veuillez m'excuser, je suis fatiguée, j'ai beaucoup travaillé. Merci beaucoup. Nous aimerions faire le peering avec vous. Ben et moi, nous sommes là pour vous. Merci. Thank you, Michelle. Merci, Michel. À vous la parole maintenant. Hello, everyone. Salut tout le monde. Je suis Ronald Matovo. Je viens de Research and Education Network for Uganda. C'est un INREN. J'ai vu Kenneth. Je croyais que j'étais seule, mais je croyais que nous étions seuls, mais je suis très contente de le voir. Nous sommes à Uganda Internet Exchange Point et notre ISN, c'est 327-687. Notre politique s'est ouverte et il y aura d'autres détails sur notre site web ainsi que d'autres. Le réseau à travaille avec plus de 400 institutions de recherche, des universités, des écoles, ainsi que des instituts de technique. Je suis très contente d'être ici avec vous. Je suis venue avec un collègue, Daniel Kauma. Merci. Thank you very much, Ronald. Okay, these are all the introductions for this session. There's another session tomorrow. Il y aura d'autres sessions demain et j'espère qu'il y aura d'autres qui aimeraient se présenter. J'en ai quelques amis. Si vous êtes là, si vous voulez être mon ami, veuillez nous envoyer quelque chose. Oui, à vous la parole. Merci beaucoup. Frank, il faut l'applaudir, s'il vous plaît. Applaudissez-le. C'est bon de... D'accord. Nous sommes à la clôture. Si vous avez un IP, votre propre accès, s'il vous plaît, il faut l'éteindre. Il faut l'éteindre. Demain, il y aura le dîner entre 18h et 21h offert par Richter. C'est au Serena, l'hôtel Serena. C'est à gauche de l'hôtel Marriott. Il y aura des gens pour vous guider. Il ne faut pas se perdre. Ça sera la première fois que je m'y rende. C'est entre 18h et 21h. Soyez confortables. Il n'y a pas de code strict. Vous pouvez porter ce que vous voulez. Demain, on va commencer par les bilatéraux, les séances bilatéraux, et puis on va commencer à 11h où nous allons reprendre nos discussions. Je remercie tous nos sponsors, tous les organisateurs, tous mes collègues. Et, merci beaucoup d'être venus et à demain. Bon appétit. Merci. Oh, j'avais oublié. Vous devez amener votre badge. Sans badge, il n'y aura pas de dîner. Il n'y aura pas de dîner. Donc, veuillez porter vos badges, s'il vous plaît. Le dîner, c'est pour ce soir.